Donald Trump a achevé vendredi dernier une visite d'État de 2 jours à Pékin, la première d'un président américain en Chine depuis près d'une décennie. Derrière les sourires, les annonces commerciales, qualifiées par Trump de fantastiques, le sommet a révélé des divergences profondes entre les deux superpuissances sur Taïwan, l'Iran, les terres rares ou l'intelligence artificielle, alors que Xi Jinping, en position de force, a imposé ses sujets à un président américain affaibli par l'enlisement au Moyen-Orient. Qui domine vraiment cette relation? Bonjour Mathilde Vellier. Bonjour. Vous êtes docteur en études américaines, chercheuse au sein du Centre géopolitique des technologies de l'IFRI. Cette rencontre a souvent été jugée par les commentateurs comme décevante. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est vrai que comme vous l'avez dit, le langage sur le succès fantastique et la visite historique et les éloges contrastent un peu avec les annonces, somme Ah toute oui. modestes et un peu floues encore aujourd'hui. Mais c'est quand même notable que le sommet ait eu lieu déjà dans un contexte international compliqué avec la guerre en Iran notamment. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu finalement de grandes annonces, c'est à la fois pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que ceux qui s'inquiétaient de concessions radicales de Donald Trump sur le langage officiel américain sur Taïwan, par exemple, ou sur des autorisations éventuelles de vente de puces, ont été finalement rassurés. Et ceux qui espéraient un grand deal commercial, des garanties d'accès aux terres rares, le déblocage d'Ormuz ou un dialogue sur la sécurité de l'IA, ont, eux, été un peu déçus. Voilà, donc c'est à cet égard qu'il y a eu des déceptions. Bon, l'autre question, c'est que la Chine soutient l'Iran diplomatiquement. Bon, elle le fait pas uniquement pour des raisons comment dirais-je, des raisons humanitaires. Il y a aussi son intérêt bien compris, Mathilde Vellier. Oui, oui, exactement. Et c'est un soutien qui est diplomatique, mais qui est aussi un soutien qui passe par du transfert d'imagerie militaire. On a vu le 8 mai les États-Unis qui ont imposé des sanctions à plusieurs entreprises chinoises parce que justement elles étaient accusées de transférer de l'imagerie militaire. Certains renseignements américains témoignent également du transfert d'armes chinoises en Iran. Et c'est pour ça que justement Trump avait envie d'engager la Chine sur ce sujet. Côté américain, Trump a indiqué que Xi Jinping avait proposé d'aider à réouvrir le détroit et s'engager à ne pas envoyer justement d'équipements militaires. Mais la déclaration chinoise, de son côté, n'est pas du tout aussi claire. Et il y a eu un rappel côté chinois que, je cite, «l'utilisation de la force ne peut pas résoudre le problème». Donc on voit que la Chine cherche à renforcer son image de puissance stabilisatrice, œuvrant pour la paix, sans s'impliquer directement. Oui, mais là, on comprend bien qu'elle ne s'impliquera pas directement, effectivement. Comment cela pourrait se résoudre? Quels sont les scénarios aujourd'hui sur la table? Alors pour la question iranienne, je pense qu'une implication chinoise directe est assez peu probable. En revanche, pour ce qui est de la relation bilatérale sino-américaine, ce qui se profile pour l'instant, c'est une forme de stabilité stratégique. En tout cas, c'est ce qu'essayent de promouvoir les États-Unis et la Chine qui se sont accordés sur ce nouveau langage de relations constructives de stabilité stratégique, avec un progrès limité sur certains sujets commerciaux, notamment comme on a pu le voir émerger, ou sur des sujets comme la sécurité de l'intelligence artificielle. Bon, quels sont les points de convergence? Parce qu'il y a quand même des points de convergence. Alors, entre les États-Unis et la Chine, les points de convergence, c'est surtout une volonté de maintenir une stabilité sur le plan commercial, avec, par exemple, des annonces comme la création d'un conseil au commerce ou d'un conseil des investissements, pour essayer justement de trouver des secteurs qui ne seraient pas trop stratégiques, dans lesquels le commerce bilatéral pourrait être renforcé. Ce qui est un petit peu ironique d'ailleurs, c'est que il existait un équivalent de conseil au commerce que Trump lui-même a supprimé en 2017. Bon, et puis alors, il y a la question du détroit d'Ormuz. Alors, comment les choses vont-elles se dérouler pour les navires jusqu'ici? Donc, il y avait bien entendu une liberté de circulation. Oui, alors ça, c'est un point sur lequel, en tout cas, le communiqué américain a indiqué que les 2 pays étaient, d'accord sur l'importance de maintenir, un détroit ouvert et de maintenir la libre circulation des navires. Certains navires chinois ont déjà, circulé, mais ensuite ça reste très, très flou. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le communiqué chinois ne mentionne pas, le cas iranien. Donc on voit qu'il y a une différence entre les 2 communiqués. Le communiqué chinois mentionne abondamment Taïwan, mais pas l'Iran, alors que le communiqué américain, mentionne abondamment l'Iran, mais pas Taïwan. Xi Jinping a laissé entendre que la Chine pourrait augmenter ses importations de pétrole en provenance des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors encore une fois, ça c'est ce que disent les Américains. Ça n'est pas du tout mentionné dans le communiqué chinois. Ça a été mentionné comme une possibilité pour la Chine de s'approvisionner, de diversifier ses approvisionnements pour limiter sa dépendance à ce qui transite par le détroit d'Ormuz, puisqu'on voit qu'aujourd'hui le blocage, ça pose problème pour la Chine sur ce plan-là. Cependant, je pense que la Chine est depuis très longtemps dans un objectif d'autosuffisance stratégique sur plusieurs points, notamment la question énergétique. Donc je pense qu'il est assez peu probable qu'elle se mette à acheter en masse de l'énergie et à renforcer ses dépendances aux États-Unis sur ce plan-là. Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a quand même affaire à deux pays qui sont très dépendants l'un de l'autre. Oui, oui, absolument. Et c'est ce qui, en fait, donne à chacun des cartes pour faire pression sur l'autre. C'est vraiment une arsenalisation des interdépendances qu'on a vues ces dernières années, avec chacun qui un peu renforce sa panoplie d'outils de coercition économique et qui permet de faire pression sur l'autre. Par exemple, côté chinois, on a bien sûr la carte des terres rares qui a été employée à plusieurs reprises et notamment l'année dernière pour faire plier les États-Unis. Et côté américain, de la même manière, plusieurs restrictions, par exemple sur les semi-conducteurs avancés dont a besoin la Chine pour l'intelligence artificielle, pour essayer de faire plier la Chine. Donc c'est un jeu comme ça de pression qui se base sur ces interdépendances. Des interdépendances. Est-ce qu'on a déjà vu deux pays qui seraient à ce point interdépendants, qui rentreraient en conflit? Alors justement, c'est pour ça que je pense que toute l'utilisation de métaphores comme la nouvelle guerre froide, etc., sont un peu à limiter, puisque Piège évidemment, de Thucydide. voilà, ou le piège de Thucydide Non, qui a parce que été mentionné par Xi Jinping, parce justement. que le piège de Thucydide, il faut rappeler en quelques mots ce que c'est. Généralement, ça ne se déroule pas entre deux nations qui ont beaucoup d'intérêt à poursuivre le commerce, notamment. Oui, alors c'est un concept qui a été popularisé par Graham Allison dans son livre en 2017 pour désigner une réalité historique selon lui, mais qui est en réalité contestée par les historiens, d'une puissance qui serait hégémonique, contestée par une puissance ascendante et qui, se sentant menacée, conduirait au déclenchement d'un conflit. Euh, Effectivement, c'est un concept qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis et qui a été repris par la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été repris par la Chine parce que ça permet d'insister beaucoup sur l'importance de Taïwan, qui est la priorité chinoise, pour essayer justement d'inviter les États-Unis à la précaution. Et ça correspond aussi, dans une certaine mesure, à la vision du monde que Xi Jinping veut projeter, non pas celle d'un conflit, mais celle du caractère inéluctable de la montée en puissance chinoise et du déclin américain, qui est l'image promue par les États-Unis. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour autant, on n'a pas vu ces dernières années non plus côté chinois beaucoup d'efforts pour éviter cette escalade militaire incontrôlée, par exemple en renforçant les liens entre les armées, ce qui est plutôt en général une demande poussée par les États-Unis. Bon, et puis il y a la question aujourd'hui de Taïwan, qui est une question, d'ailleurs je dis aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, et c'est une question assez âpre entre les deux pays. Oui, absolument. Et c'est vraiment le sujet prioritaire pour la Chine. On l'a vu encore lors de la visite, avec des avertissements assez clairs qui ont été exprimés par la partie chinoise en disant que si la situation taïwanaise était mal gérée, ça risquait de conduire à un conflit. Mal géré, ça veut dire quoi pour la Chine? C'est toute la question. Clairement, de leur du point de vue chinois, l'objectif est d'une réunification et donc ils veulent éviter que les États-Unis se placent en travers de ce destin dans le point de vue chinois. Mais là, ce serait très mal géré. Si c'était oui, mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté toujours côté américain sur leur possibilité ou non d'intervenir à Taïwan pour les défendre. Et ce qui est justement sur le côté américain, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas eu de changement majeur dans le langage comme le souhaitait Pékin, puisque Pékin aurait souhaité que les États-Unis changent leur langage de les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance taïwanaise à les États-Unis s'opposent à l'indépendance taïwanaise. Et Marco Rubio, le président, ont insisté sur le fait que la position américaine n'avait pas changé, mais on voit quand même que sur la question des ventes d'armes, par exemple, à Taïwan, ça a été discuté avec Xi Jinping, alors que la position américaine depuis les années 80 était que la question des ventes d'armes américaines à Taïwan ne devait pas être discutée. Et surtout, dans une interview après, le président Trump a qualifié cette question des ventes d'armes de formidable monnaie d'échange, great bargaining chip, ce qui, encore une fois, pourrait laisser penser qu'il y a un changement de ce point de vue-là si on commence à considérer les ventes d'armes comme une monnaie d'échange. Mais c'est quand même... Alors là aussi, je
je sais bien que la rationalité dans les relations internationales, on parlait du piège de Thucydide, mais quel est l'intérêt de Pékin de s'arc-bouter sur la propriété chinoise de l'île? Ah, c'est un sujet qui est vraiment clé dans la politique intérieure et étrangère chinoise. C'est considéré comme une affaire qui est totalement intérieure et donc ça fait partie des grandes priorités et ça risque de rester tout à fait le cas pour les prochaines années. L'objectif, ce serait que cette réunification soit faite plutôt pacifiquement, mais le gouvernement chinois n'exclut pas une intervention plus directe si jamais Taïwan avançait vers l'indépendance. Bon, la question des terres rares, cette question des terres rares, elle pèse aussi de tout son poids. Absolument. Ça reste, je pense, le levier majeur de Pékin dans ces discussions avec Washington, puisqu'on a vu, je le disais, l'année dernière, l'instauration de plusieurs restrictions chinoises sur les exportations de terres rares vers les États-Unis. Or, la Chine, dans plusieurs terres rares et plusieurs minerais critiques, domine vraiment les capacités d'extraction, de raffinement, etc. En théorie, ces restrictions chinoises ont été suspendues dans le cadre de l'accord avec les États-Unis qui a été conclu en octobre 2025, mais dans les faits, il y a toujours des lenteurs. Les États-Unis continuent de se plaindre des lenteurs des exportations chinoises de terres rares. On n'a pas vu dans le sommet d'annonce sur la prolongation officielle de la trêve, mais le communiqué américain mentionne que, je cite, « la Chine résoudra les préoccupations américaines en la matière ». On ne sait pas exactement comment, etc. Et ça reste vraiment une force chinoise puisque c'est un pouvoir qui est totalement discrétionnaire. Donc ça veut dire que c'est un peu obscur. Bon, meilleur sommet depuis longtemps, a dit Xi Jinping. Ça vous fait sourire. Non, mais les deux, évidemment, les deux présidents avaient besoin de vanter ce succès-là, bien sûr. Dans les faits, les annonces sont modestes comme on pouvait s'y attendre. Merci beaucoup Mathilde Veillet de nous avoir éclairé sur cette question. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste de la Chine, des États-Unis. Vous êtes chercheuse au sein du Centre géopolitique des technologies de l'IFRI. Dans